37 navires bloqués au large de la Crimée pendant 16 jours. Pas un seul qui bouge. Et voilà la partie étrange. Il n'y a pas de tempête, pas de panne mécanique et pas de blocus officiel. Alors qu'est-ce qui les retient là? La réponse réécrit tout ce qu'on croyait savoir sur la façon dont les sanctions modernes fonctionnent vraiment. Reste avec moi, parce qu'une fois que tu vois ça, tu ne peux pas le oublier. Alors voici ce qu'on va comprendre ensemble. Premièrement, comment un pays avec la 4e plus grande réserve pétrolière du monde manque-t-il de stockage en 22 jours? Deuxièmement, pourquoi la Russie, le supposé allié de l'Iran, refuse-t-elle d'aider même quand le ministre des Affaires étrangères de Téhéran supplie en personne? Et troisièmement, pourquoi les anciens loyalistes du régime, les gens qui ont construit ce système, sont-ils soudainement ceux qui mènent les protestations? On va répondre à ces 3 questions. Mais pour comprendre n'importe laquelle d'elles, tu dois saisir une chose précise sur la façon dont l'économie iranienne était réellement structurée. Et ce n'est pas ce que la plupart des analystes te disent. Ce qui s'est passé en Crimée le 3 juin n'était pas un événement isolé. C'était un message. Ukraine venait de frapper la base navale de Kronstadt à proximité de Saint-Pétersbourg. Pas n'importe quelle base, le siège officiel de la flotte baltique russe. Une base qui était censée être intouchable. Et puis Ukraine a frappé à la porte. Non, Ukraine a fait sauter la base en 1000 morceaux lors d'un raid de drones nocturnes qui envoie un message clair à Poutine. Le port naval le plus protégé de Russie est maintenant une cible. Et pour enfoncer le clou, Ukraine a détruit quelque chose à Kronstadt que la Russie ne pourra jamais remplacer. Voici le truc. La base de Kronstadt n'est pas un simple avant-poste militaire. C'est l'une des installations navales les plus prestigieuses de Russie, située dans une ville qui est à la fois la ville natale de Poutine et le joyau de la couronne de la Russie en termes d'image que Poutine veut afficher au monde. Ce joyau vient d'être terni par les drones d'Ukraine. Le premier centre séparé des forces de système sans pilote d'Ukraine a coordonné l'ensemble de la frappe. On peut déduire comment, basé sur quelques facteurs intéressants. D'abord, il y a des images de la frappe. Elles nous disent qu'il y avait soit un opérateur local quelque part au sol près de la base navale russe qui dirigeait le trafic, indiquant qu'Ukraine a des opérateurs de drones travaillant en dehors de son propre territoire. Soit les drones qu'Ukraine a utilisés fonctionnaient via une liaison SATCOM, ce qui signifie que la guerre électronique russe n'a complètement échoué à arrêter les drones. Aucun des 2 scénarios n'est bon pour Poutine. Les 2 lui disent que la base de Kronstadt, supposément intouchable, n'est pas aussi protégée qu'il le pensait. Maintenant, pourquoi cela compte? Parce que ce qui s'est passé à Kronstadt n'est pas juste une frappe militaire, c'est une démonstration de puissance. L'Ukraine a prouvé que ses drones peuvent voler des centaines de kilomètres dans l'une des régions les plus protégées de Russie et marquer des coups directs. C'est un message à Poutine. Nulle part n'est sûr en Russie. Zelensky a confirmé qu'Ukraine était derrière cette dernière série de frappes. Il a déclaré « Il y a des résultats positifs de nos frappes de longue portée menées par les soldats du SSU, des forces de système sans pilote, des forces d'opération spéciales, du renseignement de défense du ministère de la Défense d'Ukraine et du service de garde-frontières. » Il s'est concentré sur le terminal pétrolier de Saint-Pétersbourg, mais il a aussi fait une déclaration vague selon laquelle des cibles purement militaires à la base de Kronstadt ont également été frappées. C'est un euphémisme. La réalité est bien plus importante. Niché profondément dans la base navale de Kronstadt se trouvait un navire. Une corvette russe nommée le Boïki subissait des réparations à la base avant d'être renvoyée dans la Baltique où elle pourrait continuer à poser la menace que Poutine veut créer dans la région. Ça n'arrivera plus jamais. Le navire russe peut avoir été caché dans une base supposément impénétrable, mais Ukraine l'a trouvé et les drones du pays l'ont frappé dur. Le commandant des forces de système sans pilote d'Ukraine, Robert Brovdi, a fourni des images montrant qu'Ukraine a frappé exactement ce qu'il visait à Kronstadt le 3 juin.
Les images sont prises du point de vue des drones entrants et elles montrent que non pas un, mais 2 véhicules aériens sans pilote d'Ukraine ont marqué des coups directs sur le Boïki. Pour réussir ces coups, les drones d'Ukraine ont dû pénétrer assez profondément dans la base de Kronstadt pour atteindre le bassin de Radoub de la base, surmontant apparemment les défenses aériennes russes dans le processus. Et ce qu'on voit quand les drones frappent leur cible, ce sont des explosions qui indiquent que la corvette russe ne naviguera plus jamais de sitôt. C'est la deuxième frappe qui semble avoir fait tous les dégâts. Le deuxième drone d'Ukraine a marqué un coup direct sur le centre de la corvette russe, provoquant un incendie massif sur le pont du Boïki. Mais l'incendie n'est pas la grande nouvelle. Ukraine visait le centre de masse parce que cette partie du Boïki est l'endroit où se trouvent tous les équipements électroniques les plus chers et les plus importants que le navire de guerre utilise. La corvette russe a un radar de surveillance aérienne Furk 2 qui vient de s'enflammer à cause des drones d'Ukraine. Elle a aussi des systèmes de guerre électroniques, des systèmes de navigation et un radar de missiles guidés Monument A, tout stocké à l'endroit précis où les drones d'Ukraine viennent de frapper. L'Ukraine n'a peut-être pas coulé le Boïki, mais c'est comme si elle l'avait fait. Sans cet équipement, le navire est pratiquement immobilisé, du moins en termes d'utilité pour la flotte baltique. Le Boïki ne peut plus voir, et il a perdu l'équipement qui était censé l'aider à arrêter les attaques comme celle-ci en premier lieu. C'est un canard à scie. Un navire déjà brisé qui vient d'être complètement retiré du service, on ne sait pour combien de temps. Les images satellites qui ont émergé de la scène nous montrent que la Russie n'a aucun espoir de cacher les dégâts. Ces images montrent les équipes de pompiers essayant d'éteindre l'incendie sur le navire. Le pont et la tour sont tous deux noircis par le feu et semblent s'être partiellement effondrés. Et ce n'est pas comme si l'eau utilisée pour éteindre le feu allait être géniale pour l'un des composants électroniques du centre du Boïki qui aurait survécu à l'incendie que les drones d'Ukraine ont causé. La Russie a beaucoup de réparations de corvettes dans son avenir. Les chances sont élevées à ce stade qu'elle pourrait complètement abandonner le Boïki, surtout si les dégâts que les drones d'Ukraine ont causés s'avèrent être encore plus importants que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Pour la Russie, la perte du Boïki serait un problème majeur pour la posture baltique du pays. À son apogée, c'est un navire dangereux. Le navire est l'un des plus modernes de la Russie, car c'est l'une des corvettes de la classe Steregushchi du projet 20 380 que la Russie a conçu pour être un couteau suisse sur l'eau. Le Boïki est censé pouvoir faire face aux menaces de surface, sous-marines et aériennes, et il est en service avec la flotte baltique depuis 2013. La raison pour laquelle il était à la base navale de Kronstadt en premier lieu n'avait rien à voir avec le fait qu'il soit endommagé au service. Le Boïki est entré à la base en février pour des réparations de routine après plus d'une décennie en mer. Ce qui était censé être une réparation rapide a été transformé en cauchemar pour la Russie. L'hôte flottant de canons de 100 mm, de missiles anti-navires Kh-35 et d'un système de défense aérienne Redoubt va passer beaucoup plus de temps à Kronstadt que la Russie l'avait prévu. Aussi dommageable que cela soit pour la flotte baltique, c'est encore plus un problème pour les navires de la flotte fantôme qui voyagent dans la Baltique transportant du pétrole que la Russie vend à d'autres pays. Brovdi affirme que le Boïki avait une histoire enchanteresse de voyage et d'aventure le long des frontières de l'OTAN, escortant la flotte fantôme. En d'autres termes, le navire fournissait une escorte militaire aux pétroliers louches que la Russie utilise à la fois pour transporter du pétrole et du gaz et pour mener une guerre hybride contre les nations de l'OTAN qui s'étend jusqu'à saboter les câbles sous-marins et lancer des drones qui volent sur le territoire de l'OTAN. Alors la perte du Boïki n'est pas juste une mauvaise nouvelle pour la Russie. C'est une aubaine pour l'OTAN, alors qu'elle essaie de freiner l'utilisation par la Russie de la flotte fantôme pour contourner les sanctions. Cette flotte signifie tout pour Poutine. Selon l'Institut royal des services unis, la Russie a dépensé au moins 14 milliards de dollars pour créer sa flotte de navires louches, et elle a généré de nombreux milliards de dollars de plus en revenus pétroliers de leurs services.
Japan Forward a déclaré que les taxes sur les revenus que ces navires génèrent fournissent jusqu'à 40% du budget de la guerre en Ukraine de Poutine. Paralyser la flotte fantôme et la machine de guerre de Poutine s'effondre. Éliminer une corvette qui aide à protéger les pétroliers décrépits de Poutine est un grand pas. Ce qu'Ukraine vient de faire ici n'est pas juste humiliant pour la Russie. Cela crée des opportunités pour les saisies de navires de la flotte fantôme à l'avenir. On a déjà vu les nations de l'OTAN commencer à augmenter leur jeu en ce qui concerne l'enlèvement des navires pétroliers de Poutine de l'eau. Seulement 2 jours avant la frappe baltique d'Ukraine, la nouvelle a éclaté que la France avait intercepté un pétrolier nommé le Tagor à environ 400 000 nautiques de sa côte atlantique, et il y a eu plusieurs autres interceptions aussi qui ont toutes fait du mal à la flotte fantôme de Poutine. Maintenant que le Boïki n'est pas disponible pour repousser les intercepteurs potentiels, on peut commencer à voir plus de navires de la flotte fantôme être capturés. Peut-être que les graines d'une nouvelle stratégie viennent d'être plantées. Ukraine brise la flotte baltique russe et les partenaires du pays commencent à arrêter plus de la flotte fantôme de vendre du pétrole. La Russie voudra remplacer le Boïki dès que possible. Mais là se trouve un problème majeur. Le navire est pratiquement irremplaçable. La Russie n'a construit que 6 des navires du projet 20 380 en premier lieu, et il ne semble pas en construire d'autres. Si Poutine va envoyer une corvette comparable dans la mer Baltique, il va devoir le faire en affaiblissant une autre partie de la marine russe. Et selon l'étendue des dégâts causés par les drones d'Ukraine, la Russie peut même ne pas être capable de réparer le Boïki, qui est maintenant immobilisé dans sa base baltique la plus importante. Les équipements électroniques qu'Ukraine a frappés sont une préoccupation en soi. Alors que la Russie gémit sous le poids de dizaines de milliers de sanctions occidentales, elle trouvera probablement très difficile de se procurer des pièces de remplacement pour ses équipements électroniques. Cependant, il y a un autre élément en jeu ici, Ukraine, spécifiquement les constructeurs navals d'Ukraine. Malgré être l'une des plus récentes additions à la marine russe, le projet 20 380 est loin d'être un navire ultramoderne. Le navire a des moteurs inefficaces et des systèmes de propulsion médiocres, ce qui suggère que la Russie a tenté de mélanger la technologie de l'ère soviétique avec plus d'électronique pour créer une classe de corvettes qui semble plus moderne qu'elles ne le sont réellement. Maintenant, devine quel pays construisait les moteurs utilisés dans les corvettes du projet 20 380 jusqu'en 2014. C'était l'Ukraine. Et depuis que la Russie a commencé sa campagne initiale d'agression contre l'Ukraine en 2014, il n'y a eu aucun nouveau moteur du projet 20 380 qui coule dans la marine de Poutine. Combine ça au fait que l'industrie de la construction navale russe est un désastre complet en ce moment. La plupart de la marine russe est composée de navires de guerre de l'ère soviétique, et la demande de nouveaux navires est si élevée que les constructeurs navals russes ne peuvent pas s'en rapprocher. La Russie ne cède pas elle-même. Presque tous les fonds dédiés à la marine du pays sont versés dans le développement de sous-marins nucléaires, laissant les navires de surface gravement sous-financés. Si Ukraine a réussi à éliminer le moteur du Boïki, cela signifiera une seule chose: la corvette russe ne naviguera jamais plus dans la Baltique. Quand on a dit qu'Ukraine a frappé quelque chose d'irremplaçable, c'est ce qu'on voulait dire. Ce n'est pas que le Boïki soit une telle.